À moins que vous veniez de passer quelques années perdues sur une île déserte, ou que vous êtes comme la Belle au bois dormant et que vous venez tout juste de vous réveiller, vous n'êtes pas sans savoir que l'année 2022 est une année spéciale pour la ville d'Esch-sur-Alzette, puisque la métropole du Fer est, pour toute la durée de cette année, capitale européenne de la culture, un statut qu'elle partage avec deux autres villes du vieux continent, Kaunas en Lituanie et Novi Sad en Serbie. Mine de rien, c'est un sacré événement et une sacrée organisation. Imaginez quand même que ça représente sur l'ensemble de l'année pas moins de 2000 événements qui seront portés par plus de 130 partenaires et un grand nombre de bénévoles. Des expos, des concerts, des installations, y compris des événements autour de l'art digital et toute une série de festivals de musique variée. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges. Oui, et nous, ce qui nous plaît beaucoup dans cette super aventure, c'est le côté échange et le mix culturel. Car Esch 2022, c'est pas seulement la ville d'Esch, bien entendu, mais c'est aussi 10 communes du syndicat Pro-Sud au Luxembourg et 8 autres communes de l'autre côté de la frontière, en France. Et tout ensemble, elles sont montées à bord de ce gros navire pour mener à bon port une année culturelle d'une richesse incroyable. Pourquoi parle-t-on donc de culture dans ce podcast ACAM ? Qu'est-ce qui picote et qui donne envie de changer ? Mais enfin, toi et moi aimons beaucoup la culture, la musique, les arts, les expos photos, et à chaque œuvre son histoire, mais aussi ses questionnements et ses perspectives. Pouvoir se projeter dans un ailleurs différent fait aussi partie de la richesse et d'une année culturelle quelle qu'il soit. N'est-ce pas, Anne-Claire ? Mais bien sûr. Et en plus, cette année culturelle Esch 2022 a ceci de particulier qu'elle mise à fond sur la notion de durabilité, que ce soit dans les événements en eux-mêmes, mais aussi dans la façon d'accueillir les visiteurs et les publics divers et variés. Alors oui, et forcément si on parle de durabilité, on est doublement dans le coup, non ? C'est ça ? Ah, exactement. Et sans oublier qu'Esch 22 est présenté comme étant fait pour et par les habitants de la région. Et ça, franchement, c'est pas si fréquent. Et cette dimension humaine, elle nous attire, bien évidemment. Eh ben oui. Et puis, la culture comme vecteur, porteur de valeurs durables et humanistes, c'est un très joli thème pour ce podcast, non ? C'est clair. Et d'ailleurs, nous allons consacrer plusieurs de nos épisodes justement autour de ce thème. La culture. Et pour commencer, nous avons rencontré Dani Lucas, responsable des événements pour l'ASBL, qui gère cette capitale européenne de la culture. Bonjour Dani. Bonjour Dani. Bonjour. Alors est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs pour qu'on sache un petit peu qui se cache derrière cette Head of Event ? Responsable d'événements. Voilà, oui, le mot en dit déjà long. Donc moi, j'organise les événements internes de l'ASBL Esch 2022, capitale européenne, avec un background de 23 années autour de l'événementiel. Ah, quand même. Oui, événementiel, et je suis tombé dans l'événementiel. Oui, boum, non, l'atterrissage n'était pas aussi difficile, aussi violent, mais donc entrer dans l'événementiel par la culture, à l'époque par la musique. Et donc maintenant, je l'ai rattrapé en cours de route avec cette deuxième capitale européenne, puisque j'avais la chance aussi de collaborer en 2007 pour Luxembourg 2007, capitale européenne. Donc tu étais la personne vraiment faite pour ce rôle. Alors je ne sais pas si j'étais vraiment la personne faite, mais en tout cas je m'y plais très bien et les équipes n'ont pas l'air de se plaindre non plus sur le travail qui est donné et sur la coordination que j'en donne. Alors Dani, en démarrant ce podcast, en préparant ensemble, on évoquait le fait que la culture, alors c'est un sujet qui est extrêmement vaste, peut favoriser à la fois l'éducation et l'inclusion. Évidemment, Esch 2022 a un rôle important puisque c'est un événement un peu particulier qui a été organisé par les gens à qui va profiter l'événement. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu ton point de vue et donner aux auditeurs le goût de cette culture faite par eux-mêmes ? Oui, alors pour Esch 2022, on avait fait un appel à projet, 600 projets sont revenus de cet appel à projet et sur cet appel à projet, 130 ont été sélectionnés. Le principe, c'est demander à des institutions, à des associations ou même des gens qui n'avaient jamais organisé quoi que ce soit comme événement culturel, de pouvoir déposer un projet. Ce projet est cofinancé jusqu'à 50% par la ASBL Capitale Européenne
et donc est laissé après aux porteurs de projets de développer cette idée et de trouver les autres partenaires. Donc ces projets sont basés effectivement essentiellement sur de la participation citoyenne, donc d'avoir justement ces associations qui travaillent avec le public pour le public. C'est un peu, on va dire, un grand argument commercial ou marketing, mais d'impliquer les gens dès le début du projet pour qu'ils constituent pas à pas un projet et que ça donne réellement vie et que ça leur donne surtout envie. Il y a le côté vie et cet héritage que l'on souhaite à cette capitale européenne, mais 2023 devrait être le reopening ou la suite en tout cas de cette année ou de cette capitale européenne. C'est chouette ce que tu dis parce que quand parfois j'accompagne des gens en sophrologie, je leur demande toujours mais qu'est-ce qui vous met envie et qu'est-ce qui vous donne envie? C'est exactement ce que tu viens d'expliquer. Je trouve que c'est intéressant d'avoir mis en avant les gens localement avant même de se dire on va faire venir X, Y de tel et tel endroit pour créer un événement qui finalement est tout autour d'une ville et puis d'une région même, parce que je pense que ça dépasse largement Esch. Oui, on aurait pu imaginer de faire le grand retour des Rolling Stones, surtout qu'ils revenaient maintenant pour fêter le 60e anniversaire, c'est génial. Mais la politique ici était de faire autrement, d'offrir une autre culture, de pouvoir justement donner cet accès à la culture à d'autres publics et être plus large possible. Et c'est très difficile parce que on a beaucoup plus facile à vendre des tickets pour les Rolling Stones que de venir voir un projet qui a été créé par monsieur et madame tout le monde, même si ça peut être très intéressant, il y a moins d'impact médiatique tout de suite. Donc il y a un travail de fond qui est à apporter et il y a beaucoup plus d'explications à faire que de mettre une affiche des Rolling Stones au mur. En tout cas, ce qu'on peut espérer, c'est que ça donnera une impulsion pour la suite, que ce ne sera pas juste pour cet événement, mais que finalement les gens auront pris goût à faire cette démarche et que ça pourra se propager au-delà de l'année de la culture. Alors, bien évidemment, il y a déjà des partenaires culturels qui ont suivi le pas et qui ont, eux, travaillé et qui sont de toute façon actifs et qui n'ont pas attendu cette capitale européenne pour présenter un programme participatif aussi. Donc, eux continuent leur travail, mais pour ces nouveaux organisateurs, ça crée des vocations parfois, où ça rassemble une série de nouveaux acteurs au sens large et au sens particulier, et de retrouver là de nouvelles dynamiques. Alors, qui vont en 2023 peut-être donner lieu à certains projets, ou pas, ou qui vont continuer le petit bonhomme de chemin à grandir. Et on l'a vu la semaine dernière avec une compagnie de danse. Ils étaient tout à fait stressés au départ pour rentabiliser l'événement et se voient aujourd'hui sollicités par l'un ou l'autre organisateur pour pouvoir reproposer dans un autre cadre le spectacle qu'ils viennent de proposer. Ah, ça, c'est vraiment génial. Et pour avoir vu le spectacle, ça donnait vraiment des frissons. Oui, ils prenaient de la hauteur. Et puis on se trouve ici, on était sur le plancher des coulées avec en coulisses le haut fourneau. Donc avec cette empreinte historique qui là livrait une coulisse exceptionnelle à ces artistes en herbe, puisque certains n'avaient pas encore dansé, ou s'ils avaient dansé, n'avaient pas volé. Donc il y avait jusqu'à 16 personnes qui ont joué les aériens dans cette chorégraphie contemporaine. Moi je ne l'ai pas vu, mais c'est toi qui me donnes des frissons en racontant ça. Alors, est-ce que tu pourrais un petit peu nous dire comment, avec H22, vous avez réussi à vulgariser la culture, à faire en sorte que la culture ça soit accessible un peu à tout le monde, autant les personnes qui sont en difficulté, peut-être à mobilité réduite ou ce genre de personnes, ou des gens qui n'ont pas forcément pensé à aller voir un spectacle de danse ou quelque chose comme ça? Alors, on n'y est pas forcément encore arrivé. Ça, c'est un des objectifs qui a été mis, je dirais, sur la table avec cette charte développement durable, puisque l'inclusion en fait partie. Mais ça, Mathieu pourra vous en donner plus d'explications peut-être plus tard. L'idée ici, c'est d'ouvrir les portes et de ne pas faire de cette culture qu'elle reste élitiste. Donc qu'un musée ou une espace d'exposition ou un workshop soit ouvert au plus grand nombre. On parlait de communication tout à l'heure, c'est très difficile aussi d'aller toucher ces publics qui ne sont peut-être pas là tous pourvus d'un téléphone portable ou d'une connexion internet ou d'un ordinateur, où là on voit qu'il y a une fracture numérique qui est bel et bien là pour certains publics, il faut aller les chercher. On parle aussi de certains publics qui n'ont pas eu l'habitude de grandir avec ces outils. Donc les plus de 70 ans ne sont pas forcément tous connectés, mais ça fait partie des publics qui se retrouvent parfois assis sur une chaise à attendre que le temps se passe, alors que y a plein d'expositions ou de choses qui sont ici dans le cadre de cette capitale européenne organisées pour eux ou avec eux, puisque là aussi dans ces organisateurs il y a tout public, c'est à la fois sur le côté jeune public mais aussi tout public, et la culture a aussi la possibilité de rassembler malgré la langue qui reste parfois une barrière. Et quand on parle d'inclusion, quand on parle de plus de 70 nationalités, et je crois qu'il y en a encore un peu plus sur Esch, sur la ville d'Esch,
Il faut pouvoir aussi parler à toutes ces communautés, trouver le bon axe et trouver le bon intérêt. Et c'est là toute la complexité quand on veut faire de la culture pour les gens, avec les gens. Alors il faut s'ouvrir parce que la culture aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ? La culture luxembourgeoise, qu'est-ce que c'est ? Et étant belge et en l'ayant toujours défendu, cette culture luxembourgeoise, je peux vous dire que c'est pas toujours facile de trouver le fil conducteur. Puisque la culture aujourd'hui, je crois, au Luxembourg, ce sont des cultures. Et le côté multiculti, cette chance que l'on a de pouvoir évoluer dans cet environnement, c'est juste génial, mais il faut pouvoir l'apprivoiser, l'appréhender et en faire quelque chose qui devient très puissant pour inviter ces gens et d'autres à venir justement découvrir ça ou ces cultures. En même temps, c'est une sacrée chance et une sacrée ouverture d'esprit qu'on peut avoir en venant ici, en venant découvrir ce qui est proposé. Oui, encore faut-il être curieux. Oui. C'est aussi ça, et ne pas avoir peur de passer cette porte. On prenait tout à l'heure l'exemple de cette dame et de ses enfants qui ont trouvé la porte du Skip, donc le bâtiment destiné au jeune public, et qui ne pensaient pas pouvoir, de par sa situation sociale, avoir accès à ces workshops, à ces activités. Et on a vu des sourires, on a vu des choses qui se sont créées, là on a vu des yeux briller parce qu'on apportait quelque chose. Et c'est une dimension là d'une famille de 3 enfants avec leur maman. On ne parle là pas de travailler sur 10, 20 ou 30 000 personnes, ce sont des actions de niche, et c'est peut-être ça aussi qui est difficile à communiquer et à être vu, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on veut mettre en avant. On veut faire de l'inclusion, mais on ne veut pas dire, voilà, nous faisons de l'inclusion. Oui. Sinon, à ce moment-là, c'est juste du marketing. Oui. Et l'idée n'est pas là. On veut que les gens se sentent concernés et fassent ce pas. Mais ce n'est pas évident. C'est un travail de longue haleine qui, ça devrait faire partie de notre héritage. Mais là, encore une fois, c'est très difficile à expliquer, c'est très difficile à en faire la promotion, et c'est ça le travail de fourmi qui ne se voit pas toujours dans la communication. Dany, j'aimerais bien que tu partages à nos auditeurs l'expérience que tu as vécue en fauteuil roulant, parce que c'est vraiment interpellant. Oui, alors là, c'est effectivement interpellant. Bon, au bout de 2 heures, je maîtrisais l'objet, mais uniquement sur une place plane et libre de tout obstacle. Mais donc l'expérience était faite dans le cadre d'un exercice de secours pour la sécurisation de nos bâtiments, pour voir effectivement si tout est bien en place et nos agents formés pour les évacuations d'urgence notamment. Et donc là, on se rend compte que l'espace public n'est définitivement pas fait pour les personnes à mobilité réduite. Et encore, je vous parle uniquement de ceux qui se retrouveraient en fauteuil roulant. Puisqu'après, il y a encore d'autres handicaps qui sont là aussi à appréhender. Mais pour celui-ci, on se rend compte que l'espace public n'est pas forcément bien adapté et qu'une bordure peut devenir l'enfer. Oui, et très difficile à monter, en avant, en arrière, sur le côté. Enfin, c'est assez particulier. Et quand on nous demande dans l'événementiel d'être justement adapté à ces publics, on se rend compte qu'un moindre câble ou un passe-câble peut devenir vraiment un obstacle et compliquer la vie ou l'expérience que cette personne pourrait avoir pendant cet événement. Donc on a toute une réflexion, on a une personne qui est dédiée justement à cette inclusion et à nous sensibiliser et à relever un peu toutes les petites erreurs que l'on aurait commises, ou en tout cas d'attirer l'attention sur certains points très importants pour que l'expérience soit le plus facile et que l'approche ou l'accessibilité des différents lieux soit la bonne. Oui, puis c'est ce qu'on disait, du coup, si cette personne vient et se sent confortable, que c'est facile de circuler, finalement, c'est pas une, ce sera peut-être 10, puis 20 qui pourront venir, qui seront appelés à circuler parce qu'elles se sentiront plus en sécurité si les espaces sont dédiés maintenant correctement. Maintenant, et c'est ce que tu disais, il ne s'agit pas d'avoir juste une bulle dans le cadre des Joie 22, et puis après, quand tu prends le train, tu ne peux pas monter dedans. C'est évident que c'est assez complexe. On peut le prévoir, mais effectivement, on le fait pour un petit nombre. Donc, si on le fait pour un événement de 20 000 personnes, oui, on va avoir un pourcentage très faible de personnes qui seront concernées par ces préoccupations, mais qui ont aussi besoin de vivre leur expérience. Et l'inclusion, normalement, ce serait de prévoir l'ensemble des choses indispensables pour cette expérience, pour que cette expérience soit bonne, et ne plus en parler. Ne plus montrer du doigt en disant il faut, on parle de la parité, on parle de l'ouverture LGBT et autres, mais voilà, on est sur, ça doit devenir une normalité, ça doit faire partie du package de base pour l'organisation ou pour la sensibilisation des organisateurs, par exemple. Tu nous parlais tout à l'heure, Dany, du choix des producteurs, du choix au niveau des boissons, au niveau de l'alimentation pour tous les événements de H22. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu à nos auditeurs comment les choix ont été faits et la direction que vous avez
l'avez prise. Alors oui, je le citais dans le cadre de l'ouverture officielle qu'on a fait en février, où là on a choisi des partenaires locaux et où on a eu une attention particulière sur les produits. Donc on a oublié les sodas venant d'outre-Atlantique, même si certains sont fabriqués ici, mais on est resté sur de l'eau qui nous venait de Bacharach, de la bière qui nous venait de la même commune, sur deux traiteurs qui sont sur le territoire et qui nous permettaient d'avoir une proximité d'acheminement déjà. Et un événement sans soft, c'est quand même assez rare, on peut le noter, enfin c'est quand même quelque chose de chouette, quoi, de pouvoir mettre des produits locaux en valeur, des produits qui sont assez sains aussi. Mon âme de coach en nutrition parle à ce moment-là. Et donc voilà, c'est vraiment une belle initiative à mettre en valeur. Mais parce qu'il y a aussi la provenance et la manière de fabriquer tous ces produits, et qu'il y a toujours un point d'interrogation sur une société qui se voit avoir un monopole et qu'on retrouve jusqu'au fin fond de l'Afrique. Et donc sur l'opening, on ne l'a pas trouvé. De la même manière que sur tous les contenants pour le traiteur, on l'a traité aussi sur un minimum de déchets, et qu'au final, avec le tri que l'on a apporté au niveau de ce côté green, on est arrivé à quelque chose en équilibre. On a toujours eu, l'événementiel c'est comme ça, on a énormément d'énergie et des choses qui sont dépensées et qui ne peuvent pas compenser. Quoique j'ai proposé à Mathieu de planter des arbres en compensation, et donc là on est en train de trouver un peu un partenaire qui pourrait justement compenser les quelques kilos de CO2 qu'on aurait en trop pour la balance, mais voilà. Merci pour la planète. Oui, mais vrai. On a essayé de le faire avec notamment aussi les gobelets réutilisables. L'année prochaine, tous ces gobelets en plastique que l'on voit dans toutes les manifestations, ce sera interdit par la loi. Donc avec Sigolèche, on a déjà mis un programme en place avec toute l'infrastructure. Donc c'est pas simplement d'acheter le gobelet réutilisable, mais c'est de pouvoir le laver, le conditionner, et là aussi qu'il y ait un acheminement qui se fasse dans les différentes communes. Avec Sigel Sanem, donc on a développé ce partenariat pour l'ouverture, et donc ces 80 000 gobelets seront à disposition des différentes communes du Pro-Sud après 2022. Et donc là, on a une économie qui peut se faire, ou en tout cas, l'économie ne se fait peut-être pas financièrement, mais à terme, on a répondu là à une loi et on a fourni une solution. Tous les organisateurs qui veulent profiter de ce matériel peuvent le faire via le Sigel Sanem qui reprendra au travers de ProSud ce service. Voilà. Est-ce que ça veut dire que ces 80 000 gobelets ils sont en circulation permanente pendant le H2022 jusqu'au bout ? Alors, ils ne sont pas en circulation permanente, ils sont uniquement quand on a des événements qui sont organisés par la SBL, puisque là aussi, tous les porteurs de projets sont responsables de leur organisation. Donc nous n'intervenons pas dans leur production, il y a plus de 2000 événements, vous imaginez, mes nuits sont déjà courtes, mais alors là, non, on aurait encore beaucoup plus à faire. Donc les porteurs de projets sont sensibilisés, on leur propose ces solutions, mais c'est à eux encore de les appliquer. Et c'est là qu'il faut continuer à travailler, parce que tout le monde n'a pas les moyens, parce que ça reste aussi un coût dans l'organisation générale, mais ce coût, il est amorti sur le côté développement durable. Bien sûr. Mais donc, si je comprends bien, les gobelets restent quand même à disposition si les porteurs de projets se disent tiens, je peux profiter de cette solution. Cette solution est là. Oui, génial. Alors, je te lance un petit défi, Dani, puisque nous arrivons au terme de cet épisode. Quel conseil pourrais-tu donner à nos auditeurs? Quel petit teaser tu pourrais leur faire pour qu'ils viennent visiter H2022 et tester un petit peu à la fois le bain de culture qui est proposé ici et en même temps ce bain de culture un peu particulier avec justement ce que tu viens d'évoquer, une vraie attention portée à l'inclusion, au développement durable, l'un faisant partie de l'autre, on est bien d'accord, l'éducation, la sensibilisation et vraiment l'ouverture au plus vaste nombre. C'est déjà de s'intéresser au programme, donc H2022.lu. Bonne idée. Commençons par le commencement. Oui, voilà, vous allez retrouver là l'ensemble du programme. L'ensemble du programme sur les 19 entités que comporte cette aventure des capitales européennes, puisque c'est pas simplement une ville, mais bien 19 entités différentes, donc 11 sur le territoire luxembourgeois et 8 sur le territoire CCPHVA, donc du côté français. Donc il y a déjà cette particularité, c'est que vous allez retrouver un ensemble d'événements sur l'ensemble du territoire. Donc il va pouvoir, en fonction de votre habitation, vous aurez la destination de votre prochaine sortie culture, ou de pouvoir en faire le tour de ces 19 communes, et il reste à peu près plus de 1000 événements encore à organiser. Donc 1000, ça, c'est la première démarche. Donc d'être curieux de voir ce qui peut être proposé. Et de s'abonner à cette petite gazette peut-être. Aussi, oui, on peut la recevoir sur nos événements, mais effectivement de manière digitale, avec là, les agendas semaine par semaine un peu plus détaillés ou un peu plus présentés. Et donc là, on retrouve un programme jeune public, on retrouve des expositions. Donc là, on va terminer les expositions sur la nature, et on attaquera en septembre 2 nouvelles expositions
L'une plutôt sur le travail de mémoire et encore une fois l'autre sur le digital, sur l'expérience et de ces nouvelles technologies en rapport avec les expositions à la culture et de manière générale ce qui peut être présenté là-bas. Il y aura évidemment une fête de fin. Il y aura une fête de fin. Non, il n'y aura pas de fête de fin. On Comment ne s'arrête ça pas. On ne célèbre pas. On ne célèbre pas la fin. En fait, un passage de flambeau, quelque chose. Il n'y a pas de passage de flambeau. Ce sera une relance. Donc, on a fait un opening et on fera un re-opening le 22 décembre. Donc, la date est déjà arrêtée, mais on ne s'arrête pas. Donc, on veut là qu'il y ait un héritage. D'ailleurs, on a une exposition sur l'Europe qui fera un peu la transition entre 2022 et 2023 et qui s'arrêtera fin février. Et donc, là, on ne s'arrête pas justement, et ce côté participatif et ce côté remix est invité à continuer dans le temps. On invite ces porteurs de projets à continuer leurs efforts, à se professionnaliser, et à ceux qui sont déjà professionnels à continuer dans cette voie, à penser à l'inclusion du plus grand nombre et de travailler avec le territoire pour le territoire. Bon, c'est un projet donc à très très long terme. Cependant, je pensais qu'il y avait quelque chose d'un petit peu formel entre les différentes capitales de la culture. Non, c'est pas le cas. C'est-à-dire, normalement, il n'y a pas de passage de flambeau. Peut-être que cette année, il y en aura un, mais on est trop tôt dans le projet. On dirait pas une idée. J'ai lancé une idée. Elle est bien là, cette idée, mais effectivement, pour l'instant, on travaille sur ce passage de flambeau parce qu'on veut remettre aussi cette culture et cette idée de capitale européenne un peu au goût du jour. Ça fait de nombreuses années que ce concept de capitale européenne est là en place et tourne au travers des différentes villes qui ont l'honneur de pouvoir accueillir l'Europe à ses portes. Mais donc tout ça doit être revu. On a évolué dans les mentalités et on se rend compte effectivement que la culture devient de plus en plus importante et peut-être un vecteur de communication, peut rassembler des gens autour d'une table ou dans l'espace public et de créer quelque chose, de créer la communication ou en tout cas de créer une réflexion et de travailler ensemble. Donc la culture est définitivement pour moi le vecteur de paix, si on doit parler de cela aussi, et sera pour moi ce qui peut sauver l'humain, c'est-à-dire de se rapprocher autour de quelque chose de beau et de participatif. Donc on n'est pas obligé d'avoir tous le même avis sur une belle peinture, mais on peut en discuter. En tout cas, Dany, si je peux faire un petit témoignage, moi je suis arrivée à Luxembourg en 2004, donc j'ai pu découvrir la capitale de la culture, Luxembourg, en 2007, et j'ai vu vraiment le visage de la ville changer, se métamorphoser à l'issue de cet événement pendant un an. Moi qui venais de Paris, quand en 2004 je suis arrivée, je trouvais que la proposition culturelle était quand même très faible et ça a créé un dynamisme. Donc je vous souhaite que ça se poursuive ici à Esch et puis que ça fasse des petits tout dans le pays et que ça redynamise aussi un petit peu partout. Et je suis contente de t'entendre dire qu'il n'y aura pas vraiment de fin en fait. Non, le ProSud va reprendre le flambeau, si on veut parler de flambeau, et le ProSud sera après en charge de redynamiser ou de dynamiser ou de continuer ce qui a été ici entamé. Et oui, de montrer que le Sud a aussi ses richesses, que ce soit au niveau culturel, que ce soit au niveau tourisme, et qu'il n'y a pas que Luxembourg-Ville, qui a été mis à l'honneur en 1995 et en 2007, mais voilà, il y a d'autres choses dans le pays. Le Nord aura peut-être sa part à jouer, mais un peu plus tard. En tout cas, bel élan, Dany, merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup, Dany. Et soyez curieux, regardez cette petite gazette et les différentes dates qui peuvent être intéressantes pour aller découvrir les différentes activités que propose H22. Et à bientôt.